Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu improvisée, mais qui, au vu des dernières semaines, m'a vraiment semblé nécessaire à faire. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo du contexte de l'athlétisme en France sur ces 4 5 dernières années. Pourquoi en parler? Tout simplement parce qu'on approche des Olympiques de Paris. C'est quand même clairement un des événements les plus importants du siècle en termes de sport et d'athlétisme en France. Mais comment je vais en parler? Tout simplement, je vais analyser des articles de presse. Je vais pas donner mon avis, je vais faire un genre de revue de presse afin que vous puissiez comprendre un peu le contexte de l'athlétisme et de la Fédération française d'athlétisme en France sur ces dernières années. Donc, vous allez le voir, c'est une vidéo qui est un petit peu improvisée, qui fera pas forcément appel à du montage et qui se penchera vraiment surtout sur les articles. Le but, c'est que je vous donne le point de vue le plus neutre possible et je vous mettrai tous les articles en description. Donc, en remontant le fil de l'athlétisme en France, au début, forcément, je me suis dit pourquoi pas commencer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, Jeux Olympiques qui étaient prévus en 2020 et qui se sont tenus en 2021. Mais au final, je préfère rembobiner encore un tout petit peu et remonter à l'année 2019. Pourquoi 2019? Il se passe deux choses. Il y a les mondiaux d'athlétisme de Doha, qui sont un échec pour l'équipe de France. De mémoire, on fait 3 médailles et aucun titre. Donc, c'est des mondiaux qui ont quand même, il faut le préciser, été rendus difficiles par une extrême chaleur. Je crois qu'on parlait de plus de 30 degrés la nuit. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'il faut mentionner. Et au-delà de cet échec au sein des mondiaux de Doha, il y a aussi eu des cas et des suspicions de dopage. En termes de suspicion, il y a Morad Amdouni qui a réalisé d'ailleurs cette année le record de France du marathon qui a été suspecté par une chaîne de télévision allemande. De mémoire, il s'en est défendu et c'est pas allé plus loin, donc c'est très bien comme ça. Si c'est pas allé plus loin, c'est tout, c'est qu'il n'y a pas de raison de faire plus de fois en tour. Mais il y a aussi eu Ophélie Claude Boxberger, j'espère que je ne n'écorche pas son nom, qui a été contrôlé positif à l'EPO et qui a été suspendu 4 ans, selon cet article. Donc Ophélie, elle est revenue, et si je dis pas de bêtises, récemment, elle a fait une perf N2 sur 1500 mètres, donc dans les 4,30. J'ai pas la perf précise en mémoire, mais vous pouvez la trouver facilement sur sa fiche FFA. Et il y a Clémence Calvin qui aurait fui pendant un contrôle antidopage lors d'un stage à Marrakech. Donc Clémence Calvin a également eu 4 ans de suspension. Donc là, c'est mentionné par cet article du Monde. Et elle est revenue récemment à la compétition en souhaitant viser les minima olympiques. Elle a réalisé une performance internationale B sur marathon, mais ne s'est pas qualifiée. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de l'athlétisme en 2019. On va dire que ça a été quand même assez compliqué. Le terme employé par le Parisien, c'est le terme de crise. Et donc à ce moment-là, forcément, le président André Giraud a été remis en question, a été questionné. Son directeur technique national, Patrick Gergès, j'espère que j'écorche pas son nom non plus, a été remis en question. Mais quelques heures après toutes ces discussions, il y a seulement un seul membre sur 35 qui a voté contre le soutien au président. Donc ça fait 94% des votants qui ont voté pour le président André Giraud. Donc l'article a cette suite, l'article du Parisien, l'auteur du Parisien, Sandrine Lefebvre, l'autrice, dit tout laisse à penser qu'André Giraud sera facilement réélu pour 4 ans en 2020. Elle ne s'est pas trompée puisque c'est actuellement toujours le président de la Fédération française d'athlétisme. Donc malgré des positions difficiles à tenir, des positions compliquées à tenir, avec non pas trois, mais 2 médailles à Doha, maintenant je m'en rappelle, et aucun titre, et tous ces cas de dopage, et ces suspicions notamment lancées par la chaîne ARD sur Morad Amdouni, André Giraud et son DTN ont été maintenus. Donc ça, c'est la façon dont on quitte l'année 2019 en France en termes d'athlétisme et on rentre dans l'année 2020. Donc l'année 2020, c'est l'année olympique. Bon, forcément, cette année, c'est pas forcément déroulé comme ça devait, mais on va parler tout de suite de 2021 puisqu'au final, on est passé en 2021. En 2021, il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo. Bon, l'article de France Info souligne très bien, les Français n'ont remporté qu'une seule médaille en athlétisme. Honnêtement, c'est quand même un bilan décevant. J'emploie les termes tout simplement du président de la Fédération française d'athlétisme, donc le président André Giraud ici qui est cité. Une seule médaille, une médaille d'argent par Kevin Mayer. Donc Kevin Mayer qui d'ailleurs à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, n'est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Et ça, c'est quand même un bilan qui questionne, surtout 1, 2 ans après Doha. 2 ans, c'est bien, ça a laissé un peu plus de marge de manœuvre, mais on peut dire 1 an, parce qu'au final, 1 an après, ça aurait pas été beaucoup mieux, il y avait moins de marge de manœuvre. Il y a seulement eu la perf de Kevin Mayer qui était vraiment soulignable et qui a amené une médaille. Quelques autres perfs, comme par exemple Gabriel Tual, qui à l'heure où j'enregistre, a fait une excellente performance, c'est le cas de le dire,
au championnat d'Europe récemment. Mais donc là, c'est pareil. On se retrouve avec une année 2021. On se questionne. On se questionne. Et le président dit alors, il faut que je trouve les termes. Nous devons encadrer chaque athlète, pas seulement au niveau sportif, mais aussi dans son environnement général pour qu'il puisse répondre présent le jour J. Et c'est sur cela que nous devons travailler, c'est ce que nous allons mettre en place sur une vingtaine d'athlètes qui ont des potentiels de finalistes, autant de garçons que de filles. Ils existent, il faut les accompagner différemment. Alors ça, c'est des termes que je valide. Et je valide complètement. Il ne faut pas encadrer les athlètes uniquement sur le plan sportif, mais aussi dans son environnement général. Ça, je suis entièrement d'accord et c'est très très bien. Ça, c'est quelque chose de souligné et qui est positif. Donc ça, voilà. Ensuite, on va avancer un petit peu, encore un petit peu. On a ensuite les mondiaux d'Eugène en 2022, donc on avance encore une fois d'un an. Donc là, on parle encore une fois d'athlétisme en crise. Le sujet en 2019, c'est l'athlétisme en crise, selon le Parisien. En 2022, on est toujours sur un athlétisme en crise, selon le chapeau de l'article du Monde, d'Anthony Hernandez. Donc ce n'est pas le même auteur, ça aurait très bien pu être un piégiste qui emploie les mêmes termes dans plusieurs revues, mais ce n'est pas le cas. On parle encore une fois d'athlétisme en crise et d'espérance de jours meilleurs. Et c'est vrai, de toute façon, même si on avait des très bons résultats, on irait toujours chercher la petite bête pour avoir des meilleurs résultats. Donc là, on voit qu'on discute de mauvais résultats, d'uniquement de Kevin Mayer qui a fait une médaille d'argent. Et on dit dans cet article, donc cet article qui va avoir 2 ans dans 1 mois et 4 jours, donc c'est très bientôt, on dit à 2 ans des JO de Paris, il n'y a plus de temps à perdre. En décembre 2021, la FFA, avec l'ANS, a décidé, donc l'ANS, l'Agence nationale du sport, je préfère le préciser, a décidé de nommer l'ancien décathlonien Romain Barras directeur de la haute performance à l'ANS et l'ex-DTN de l'Aviron Patrick Ranvier qui est chargé du même poste, donc qui est DTN, donc à la place de Patrice Gergès, au sein de la fédération. Donc là, Romain Barras, ancien décathlonien, donc je vais vous montrer un petit peu parce que c'est vrai que pour le grand public, c'est pas forcément connu. Euh, je vais vous montrer un petit peu qui est Romain Barras, parce qu'on parle quand même pas d'un peintre, hein, on va être honnête. On voit qu'il a été médaillé d'or au championnat d'Europe 2010. On voit qu'il a été quatrième des Jeux Olympiques de Pékin 2008. C'est pas un clown. Clairement, on place l'église au milieu du village, on fait venir quand même un athlète de très haut niveau. Mais à côté, cet athlète-là, il va à l'ANS, donc il va à l'Agence nationale du sport, mais dans la fédération, on nomme Patrick Ranvier, qui, je cite, était inspecteur général de la jeunesse et des sports, passé par 4 différentes fédérations. Donc visiblement, on parle plutôt d'un profil expert technicien que pratiquant du terrain, comme c'est présenté. Ça, c'est ce que je pense. Peut-être je me trompe, mais c'est ce qui peut être interprété de l'article, puisqu'on le présente plutôt selon ses postes que selon ce qu'il a pu faire. Alors que Romain Barras est avant tout présenté comme un ancien décathlonien, on aurait pu parler un peu plus de ses performances parce qu'il n'a pas réalisé des performances qui sont les performances de Monsieur Tout-le-Monde. Donc ça, c'est ce qui se passe. On se rend compte que à Eugène, donc 2 ans après, 3 ans, excusez-moi, après Doha et 1 an après les Jeux Olympiques, on n'a toujours pas de performance. Et ça pose problème. Et donc ça souligne un autre problème. En 3 ans, on a eu 3 stratégies. C'est-à-dire que à Eugène, alors je n'ai pas l'article là pour Eugène, mais à Eugène, on a emmené très très peu d'athlètes, excusez-moi. À Eugène, on va réouvrir, on a envoyé une vingtaine d'athlètes. Il faudrait que je retrouve le chiffre précis, mais on a envoyé seulement une vingtaine d'athlètes, puisqu'on a précisé 28 athlètes, voilà. On a préféré partir sur ceux qui sont finalistes, voire médaillables. Donc, on a préféré partir sur les tout meilleurs, se concentrer sur les tout meilleurs et laisser les autres. Certes, on a identifié 56 athlètes pour les Jeux Olympiques de 2024 dans le plan Ambition 2024, mais on choisit de n'appeler que 28 athlètes. En 2022, on choisit 28 athlètes. Et ça, c'est très, très faible. C'est un chiffre qui est faible. On a amené 28 athlètes alors qu'il y a des dizaines de disciplines athlétiques. Ensuite, en 2023, Budapest, donc un an après, au championnat du monde de Budapest, là, on part sur toute autre chose. En 2023, on appelle 72, 72 athlètes. Donc là, on part pas sur 28, on part sur 72, on fait plus qu'un fois deux. Et donc là, on se rend compte que, quand même, il y a un revirement.
En 2022, on vise la performance. Un an après les JO, ça peut être difficile effectivement de se dire, bon, on va pas viser la performance, donc on vise la performance. Et c'est ce que questionne Le Monde dans son article, parce que Le Monde dit, le grand air des forêts de l'Oregon conviendra-t-il mieux aux athlètes français que la moiteur de la mégalopole de Tokyo? Donc au final, quid des jeunes, quid de former des athlètes dans ce cas-là? À Budapest, on voit qu'au final, on appelle une grande foule d'athlètes, avec énormément d'athlètes, et là, d'un seul coup, on veut donner la possibilité à tous les athlètes de s'exprimer sur la scène internationale. Donc ça, c'est ce qu'on fait au championnat du monde de Budapest, mais c'est pas ce qu'on a fait au championnat du monde de Gênes. Donc c'est exactement l'inverse. Donc pourquoi pas, ça montre un progrès, ça montre qu'il y a un changement, mais il est difficile de comprendre, même avec l'explication, il est difficile de comprendre ce changement. Pourquoi d'un seul coup l'ambition? C'est très bien que l'ambition soit qu'aucun athlète n'arrive vierge de sélection aux Jeux Olympiques, mais pourquoi ne pas l'avoir fait l'année précédente? J'aurais été content d'avoir peut-être une explication plus détaillée. Et cette année, en 2024, on a aussi eu un championnat où on a un peu utilisé la même technique qu'à Eugène. Bon, c'est un championnat qui est très minime et qui a aucune importance pour les Jeux Olympiques. C'est les Jeux méditerranéens U23. Donc là, on se rend compte que ça n'a aucune importance pour les Jeux Olympiques, mais c'est parlant parce que c'est quand même des jeux qui permettent de donner une médaille. C'est quand même des jeux qui permettent de donner une médaille à des athlètes et de leur donner des sélections internationales. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de ces jeux si vous suivez Baptiste Cartiot. Baptiste Cartiot a réalisé une vidéo récemment, je tente de me qualifier pour les championnats méditerranéens avec un drapeau de l'Égypte dans le titre. Et si je dis pas de bêtises, Baptiste Cartiot a obtenu sa première médaille internationale individuelle, parce qu'il a déjà eu des médailles collectives, dans ces Jeux méditerranéens. Mais ce qu'il dit aussi dans cette vidéo, c'est qu'il y a 20 athlètes sélectionnés pour 19 disciplines tout confondues, parce que la fédération déclare ne pas avoir les moyens d'emmener plus d'athlètes. Donc le problème, ici, on peut se questionner quand même en tant que suiveur de l'athlétisme, pourquoi, dans le plan Ambition 2024 dès 2022, dans l'article du Monde, on identifie 56 athlètes. Pourquoi, selon les conseils de l'ANS, je cite, les efforts sont concentrés sur un public de jeunes en capacité d'être finalistes, voire médaillables. Et au final, on appelle 28 athlètes une année au championnat du monde. L'année suivante, on en appelle deux fois plus au championnat du monde à Budapest. Et l'année encore suivante, on en appelle, pour les Jeux méditerranéens, on en appelle très très peu. Et pour les championnats d'Europe, là, on appelle beaucoup d'athlètes, mais le problème est tout autre aux championnats d'Europe. Et on reviendra après dessus, c'est le problème des sélections, de comment a été réalisée la sélection. Mais ça, on reviendra après dessus parce que j'essaye d'avoir un déroulé un peu chronologique. Donc, parce que là, on s'est penché sur les championnats de Doha en 2019. Ensuite, on s'est penché sur Tokyo, puis Eugène, puis Budapest. On essaye d'avancer. Là, on va revenir légèrement en arrière pour parler d'autres choses dans le contexte de l'athlétisme. C'est les récentes affaires d'agression et d'harcèlement sexuel qui ont eu lieu. Alors, agression, je dis peut-être une bêtise, il me semble pas qu'on ait parlé d'agression sexuelle. Par contre, on a parlé d'harcèlement à plusieurs reprises. Par exemple, avec Claire Palou ou Emma Oudiou, qui ont notamment été appelés à l'Assemblée nationale pour témoigner. Et encore une fois, je vais m'en tenir à de la lecture. Dans cet article, donc cet article, je ne vais pas vous le partager intégralement parce que c'est un article payant. Et du coup, c'est pas de mon rôle de vous partager entièrement l'article. Mais je vais citer un petit extrait. Enfin, je vais pas citer un petit extrait de cet article, mais j'ai justement sorti un extrait du compte-rendu de l'Assemblée nationale pour pouvoir un petit peu vous parler de tout ça. Grossièrement, Emma Oudiou et Claire Palou étaient des athlètes, enfin elles sont encore en vie, mais ont été des athlètes, ont un passé d'athlètes très talentueuses. Tout simplement, si on va voir le pistar.run, si on va voir par exemple, si ça va bien charger, Claire Palou, tac. Euh, Hop, et là. On va aller voir sa fiche FFA par exemple. Euh, on peut retrouver 2019. On voit qu'elle réalisait des perfs N2 en étant jeune quand même, parce que c'est une 2001, donc en 2019, elle avait 18 ans, elle était déjà sur des perfs N2, elle faisait des 10 minutes 12 au steeple. En 2020, elle a passé la barre des 10 minutes au steeple. Donc c'était quand même une fille qui avait un potentiel incroyable. Parce que faire moins de 10 minutes au steeple à ce moment-là, peut-être qu'elle avait les minimums olympiques 4 ans plus tard, cette fille. Et donc, du coup,
Claire Palou, Emma Odiou et sûrement d'autres filles ont traversé des moments compliqués. Donc, par exemple, là, on voit que Claire Palou parle. La première fois que mon corps me lâche, je suis à 200 mètres de la ligne d'arrivée de la finale des championnats d'Europe de 3000 mètres steeple. C'est l'été 2021. Je suis de loin favorite. J'ai 19 ans, donc je me suis trompé sur son âge, j'ai même dit une bêtise. C'est une médaille assurée. Le jour de la course, je pars en tête, blablabla. Mais au milieu, je n'ai plus de force. Je ralentis jusqu'à m'arrêter. Juste avant la dernière rivière, je m'effondre au bord de la piste, je déchire mon dossard et je n'ai jamais autant pleuré. J'ai envie de mourir. Je ne le sais pas encore, mais c'est le début d'une descente aux enfers. Donc, ce dont elle témoigne, c'est pas un syndrome de surentraînement, c'est pas un problème lié à l'entraînement, mais c'est ce qu'elle a vécu. C'est que elle a vécu du harcèlement sexuel, elle a vécu des choses compliquées, dont il y a notamment eu un témoignage ici. On voit que Claire Palou disait: Au lycée, un athlète qui s'entraînait avec moi m'a violé lors de festivités qui ne se déroulaient pas pendant le temps scolaire, comme toutes les agressions que j'ai subies. La FFA, la Fédération française d'athlétisme, m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire puisque les agressions n'avaient pas lieu dans le cadre fédéral. Les trois athlètes que j'ai dénoncés à la FFA, deux pour agression, donc s'il y a bien eu des agressions, et un pour harcèlement sexuel, sont des sportifs de haut niveau, régulièrement sélectionnés en équipe de France et très médiatisés car performants. Donc, Claire Palot rentre dans le détail. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne de Emma Oudiou qui a réalisé un documentaire sur le sujet qui est très 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 intéressant. Je n'ai pas le titre en tête, mais on va aller voir tout de suite ensemble pour que vous puissiez voir. Le titre est assez simple, c'est Emma Oudiou. C'est Suite. C'est ce documentaire-là qui est très très intéressant, qui en fait tout simplement au final les témoignages d'athlètes sur ce qui a pu se passer, sur les réactions administratives, sur ces agressions, sur ces harcèlements. Et donc du coup, il y a cette affaire-là aussi. Donc cette affaire vient s'ajouter au monde de l'athlétisme. Ce n'est pas rien parce qu'elle a concerné des athlètes et en lisant la chronologie des faits, on s'en rendait tout de suite compte, elle a concerné des athlètes de très haut niveau, des athlètes qu'on connaît tous, même nous qui ne sommes pas tous suiveurs de l'athlétisme. Et cette affaire a traîné en longueur parce que par exemple, le compte-rendu de l'Assemblée nationale que je vous ai montré juste avant, donc ce compte-rendu-là, est daté du mardi 5 septembre 2023, séance de 14h30. Donc, on se rend compte que c'est une affaire récente et c'est une affaire qui vient ajouter au paysage de l'athlétisme. Un paysage de l'athlétisme qui est, pour reprendre les mots du Monde et les mots du Parisien, visiblement toujours en crise en 2023. Ensuite, après avoir vu un peu les, les succès relatifs, les échecs, appelons ça comme on veut, sportifs, ou en tout cas la volonté d'aller chercher encore mieux, après avoir vu ce souci extrasportif, ce souci, c'est plus qu'un souci, mais ces grosses affaires extrasportives d'harcèlement et d'agression sexuelle, on va se pencher un petit peu sur les problèmes financiers extrasportifs. Il y a notamment le cas d'Héloïse Le Sueur, donc la double championne d'Europe du saut en longueur. Donc peut-être que tout le monde ne la connaît pas, au moins l'article du Parisien est efficace, il rentre direct dans le sujet. Dans son chapeau, la double championne d'Europe du saut en longueur poursuit la Fédération française d'athlétisme en justice, comme elle explique dans une enquête de Stade 2 qui était de Thierry Villardy, si je dis pas de bêtises. Elle réclame près de 200 000 euros pour des manquements dans la gestion de ses revenus. Donc là, elle nous explique, on va basculer sur l'article de France Info. Elle nous explique alors euh, qu'elle signe vite des gros contrats avec des équipementiers, etc. Donc que ça lui fait un grand gain d'argent, euh, mais qu'elle qu'elle s'engage avec la FFA et elle dit grossièrement, la FFA m'a ouvert un compte bancaire professionnel, m'a fait signer une procuration et une feuille blanche. La feuille blanche, elle permettait de réutiliser la signature d'Élodie Le Sueur afin d'émettre des factures sans qu'elle ait à se déplacer. Donc il n'y avait ni contrat ni négociation, c'était pas contractualisé tout ça, c'était à titre gratuit. Elle pouvait gagner 200-300 000 euros par saison, donc, mais ça faisait une grosse somme, on n'est pas tous habilités à gérer de telles sommes, donc elle a voulu faire confiance à la Fédération française d'athlétisme pour gérer ces sommes. Et Élodie Le Sueur a vu petit à petit qu'il y a eu des pénalités fiscales et des saisies bancaires qui ont eu lieu. Et elle a découvert, selon l'article, que la comptable de la FFA sous-traitait visiblement cette gestion avec un cabinet d'expertise comptable que l'athlète n'a jamais mandaté, que le statut juridique choisi pour l'athlète n'était pas approprié et que de graves erreurs de déclaration fiscale sont intervenues. Donc, l'athlète, Élodie Le Sueur, dit: Je ne suis pas ruiné, mais je n'ai plus rien des sommes que j'ai gagnées. Je sais que je suis responsable parce que j'ai fait confiance, mais ce n'est pas de ma faute, c'est une injustice. Donc on pourrait un peu suspecter qu'elle pense à un abus de confiance. Elle semble penser à cela.
Et elle dit, non, c'est l'ancien secrétaire d'État au sport et l'avocat d'Élodie Le Sueur qui dit, la fédération va devoir assumer ses responsabilités. Selon le code du sport, il n'entre pas dans les statuts d'une fédération de commercialiser des conseils juridiques, fiscaux, financiers auprès d'athlètes. Bon, là déjà, effectivement, ça c'est vrai, mais il n'y a techniquement pas eu commercialisation et même pas eu de contrat. Donc bon, mais visiblement, il y a quand même eu l'air d'avoir eu un problème. Le fait est, la conclusion est que la FFA a obtenu gain de cause. Il faut le mentionner, il faut le dire. Je ne suis pas là pour descendre quelqu'un ou encenser quelqu'un d'autre. La FFA a eu gain de cause et André Giraud savait qu'aucune faute n'avait été commise par ses soins dans cette affaire. Et aussi d'ailleurs, je cite, je cherche, que la FFA lui a tendu la main dans un cadre légal pour prolonger d'1 an son contrat afin qu'elle garde un salaire, et que la FFA était en droit de recevoir 3 000 € venant d'Héloïse, j'ai dû dire Élodie avant, j'ai dû me tromper, excusez-moi, Le Sueur, et que André Giraud compte passer l'éponge, que la FFA ne compte pas l'enfoncer. Elle sait que cette personne a des difficultés. Donc ça, je le mentionne, mais si j'ai quand même ouvert cette parenthèse des problèmes financiers, c'est parce qu'il y a eu un autre problème. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que c'est un article qui est rémunéré, mais le titre est assez parlant, excusez-moi. La coopérative chargée du paiement des athlètes professionnels de la Fédération française d'athlétisme est en liquidation. Depuis début 2023, la Fédération française d'athlétisme passait par une coopérative d'activités et d'entrepreneurs pour payer ses athlètes professionnels et leur permettre de cotiser. Déclarée en liquidation, elle ne peut plus assurer le paiement des salaires. Donc là, on se retrouve dans un cas similaire, ou en tout cas théoriquement similaire, puisqu'on ne lit pas l'article, à au cas précédent où visiblement la Fédération française d'athlétisme semble sous-traiter les activités économiques et on a un- une liquidation de cette coopérative. Donc là, encore une fois, ce n'est pas de la faute directe de la Fédération d'athlétisme, mais voilà, ils ont été choisis en 2023 et sont en cessation quelques mois après. Déjà, ça pose problème, effectivement, mais surtout, à 6 mois des Jeux Olympiques, il y a dans le lot des athlètes professionnels qui ont pour ambition les Jeux Olympiques, qui se retrouvent à ne plus avoir leur salaire payé. Donc, par exemple, des entraîneurs et des athlètes que je connais n'ont pas eu leur salaire payé et ne pouvaient pas forcément, par exemple, rémunérer l'entraîneur, rémunérer leur kinésithérapeute, rémunérer telle ou telle personne. Donc là, ça, c'est quelque chose qui n'ajoute pas à la sérénité pour approcher les Jeux Olympiques. Quand à 6 mois, certains ne peuvent pas remplir leur assiette, ça questionne, ça questionne. Après, voilà, ça fait partie aussi du lot des aléas de la vie, puisqu'on ne peut pas imputer cela à la Fédération française d'athlétisme, puisqu'elle est passée par une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Mais c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte pour les athlètes. Et donc, enfin, on a cheminé, on a avancé, et on va en venir forcément au couac de la sélection française pour les championnats d'Europe. Oubli de Azedine Abs et de Simon Bédard et non-suppression d'une dizaine d'athlètes non sélectionnés des listes, la Fédération française d'athlétisme s'est fait remarquer à une semaine des championnats d'Europe de Rome. Donc là, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. La Fédération française d'athlétisme a commis des erreurs administratives et a oublié d'inscrire Azedine Abs, troisième chrono mondial de l'année sur sa discipline, et Simon Bédard, donc qui vaut, si je ne dis pas de bêtises, 27,46 ou 47 sur 10 000 mètres, donc une performance extraordinaire, et a bloqué en plus des places pour les autres fédérations européennes ou les autres fédérations qui participent au championnat d'Europe. Donc, erreur administrative, erreur de saisie dans le système. L'erreur vient de nous, on l'assume. Très bien, Romain Barras assume l'erreur, qui est responsable de la haute performance. Et donc, finalement, bonne nouvelle, Romain Barras avait l'air de connaître des personnes à European Athletics et a pu faire re-rentrer ses athlètes. Mais il y a quand même un mal qui a été fait, parce que déjà, les modalités de sélection de la FFA ont été très dures. On a par exemple euh, Louis Gilavert, qui est deuxième meilleur temps européen sur le 3000 mètres steeple, mais qui n'a pas été retenu, ou Charlotte Pizot sur 800 mètres, qui est la française la plus régulière depuis le début de l'été selon l'article, qui n'a pas été retenue.
La fédération le dit, on s'est retrouvé coincé par nos modalités de sélection. Donc là, on voit que d'autres nations, d'autres entraîneurs se sont plaints officieusement au niveau de World Athletics et de European Athletics. Et la France est la seule à commettre une erreur, la seule à avoir des problèmes de communication. Donc là, on a la liste, etc. Bon, là, on a un commentaire qui dit quelle bande d'amateurs, admettons. Moi, je ne vais pas faire de commentaires sur le sujet, mais c'est quand même. Ensuite, il faut que je retrouve l'article, mais ensuite, Romain Barras a dit, je vais retrouver l'article, ne bougez pas, je devrais le retrouver assez facilement. Romain Barras a commenté plus en détail cette histoire, ce qui est normal. On peut attendre quand même un commentaire de la part de la fédération quand on voit qu'on ne retient pas des athlètes et qu'on est obligé, eh bien ça ne charge pas, qu'on est obligé du coup de faire des pieds et des mains pour pouvoir faire venir les athlètes. Romain Barras, l'équipe, peut-être que là j'aurai plus de résultats. Et une erreur, voilà. Romain Barras, une erreur n'anéantit pas tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans. Très bien, on va se pencher un petit peu plus sur le détail de l'article. Euh, À un moment donné, il dit, on a mis trop de charges sur les équipes. On s'est mis trop de charges sur la sélection. C'est ce process-là qu'il faut changer. J'ai déjà vérifié pour le timing des JO. Rire. Donc là, il rigole, clairement. C'est mieux que ça nous arrive avant. C'est comme un enfant qui fait une bêtise. C'est quelque chose qui doit nous servir. On a fait une erreur, mais on ne doit pas la rééditer, on ne le refera pas. Nous, on assume. Et on a eu beaucoup de chance que les athlètes soient repêchés. Très bien. Mais il y a deux choses que je ne comprends pas dans cet argumentaire. Déjà, il y a un des articles du Monde que j'ai ouvert au début. Il me semble que c'est le tout premier. Attendez, il faut que je le retrouve parce que je vais vous citer ça. Je vais vous citer ce passage. Il y a un article du Monde où est dit. Attendez, il faut que je retrouve cet article. Voilà. Patrick Ranvier. Donc Patrick Ranvier, on va vous le montrer. Hop, et là. Patrick Ranvier, c'est l'ex-DTN de l'Aviron, celui qui est présenté avec un parcours d'inspecteur général de la jeunesse et des sports, dit en 2022, il dit ceci. La FFA, la Fédération française d'athlétisme, est une grosse boutique qui mérite qu'on réorganise un peu les choses. Il faut apporter de la lisibilité, de la simplification, un peu de process et de management des hommes. Donc, malheureusement, il semblerait qu'il y ait encore des soucis au niveau de la simplification, de la lisibilité, puisque Romain Barras le dit lui-même, euh, il y a eu des soucis au niveau des minima, il y a eu un petit peu de complications au niveau des minima qui ont été fixés par la Fédération française d'athlétisme, mais en plus il y a eu cette erreur. Donc, il semblerait qu'il y ait encore des efforts à apporter en termes de lisibilité et de simplification, et en termes de process. Au niveau du management des hommes, outre cette erreur administrative, il y a aussi cet article payant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, à vous d'aller le consulter, du Monde qui parle de salariés en souffrance. Depuis 2019, les départs de collaborateurs se sont accélérés au sein de l'institution, donc l'institution qui est la Fédération française d'athlétisme. Il y a une atmosphère de défiance, donc cet article date de 2021, et un, et ça c'est une atmosphère que partagent encore certaines personnes de façon officieuse, et il y a encore des choses qui peuvent être constatées. Tout simplement, essayez de vous former au sein de la Fédération française d'athlétisme et vous vous rendrez compte qu'il y a encore une certaine atmosphère. Pour certains, ce ne sont pas mes termes, que pour certains, il y a encore une certaine atmosphère de défiance. Donc du coup, on peut quand même se questionner sur qu'est-ce que on s'est mis trop de charges. Comment ça, on s'est mis trop de charges? Le commentaire de Rimkelm souligne quelque chose en disant, je n'ai pas compris son argumentaire. On s'est mis trop de charges, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? On dirait juste qu'ils n'arrivent pas à s'y retrouver dans leurs propres critères de sélection. Si aucune autre fédération nationale ne fait ça, alors effectivement, il y a un problème de gestion. Ils assument leur erreur. Ok, mais heureusement que ça finit bien pour les athlètes. Maintenant, on arrête les bêtises, on se met au boulot, la FFA. Encore une fois, ce ne sont pas mes termes, mais on remarque que cette ambiance de crise, je reprends les termes des articles, cette ambiance de défiance, cette ambiance de souffrance, cette ambiance de quête de résultats semble encore à jour aujourd'hui. Tant mieux, il semblerait que là, on est actuellement au jour 3 ou 4 des championnats d'Europe,
qu'il y ait énormément de performances. Là, les championnats d'Europe commencent sur des chapeaux de roue qu'on n'a pas vus depuis des années, puisque vous vous rendez compte du bilan de l'athlétisme qu'on a fait récemment. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Mais les championnats d'Europe débutent très bien. Et effectivement, il y a l'air d'avoir un plein de confiance qui commence à se faire, notamment avec Alice Finot, etc. Et bon, bah, visiblement, on semble pouvoir bomber le torse. Mais au-delà de ce fait que Romain Barras souhaite arriver en bombant le torse, que il assume les erreurs de la FFA, etc., que visiblement les critiques comme Fall, je ne sais pas prononcer son nom, excuse-moi, qui a été suspendu du fait d'un contrôle positif et de manquement aux obligations, cette personne a critiqué la FFA. Il y a eu des messages qui ont été postés. D'ailleurs, je vais vous partager deux messages avant de conclure. Bah, on voit qu'au final, on veut assumer les erreurs, on veut bomber le torse, etc. Mais est-ce que tout est en place? Moi, je ne fais que de questionner, je n'ai pas d'argument de réponse. Peut-être que vous pourrez répondre en réponse, mais est-ce que tout est en place pour la réussite au JO? Est-ce que si on réussit au JO, est-ce que tout aura été mis en place pour avoir la réussite maximale? Et comment pourra-t-on expliquer la réussite? Est-ce que cette réussite sera explicable ou non? C'est tout ce qu'on peut se poser. Donc, je vais conclure sur deux messages. Donc là, on voit effectivement que Azzedine Abs et Simon Bédard ont été repêchés par European Athletics. On va aller voir d'abord ce qu'a dit Simon Bédard. Tout simplement, il a dit, c'est officiel à cause d'une erreur administrative de la part de la Fédé d'athlétisme, je n'irai pas au championnat d'Europe. Malgré avoir réalisé trois fois les minima requis, exceptionnel, franchement, performance majuscule, la fédération a oublié de m'enregistrer. Elle a tout mis en œuvre, mais au début, European Athletics refusait le fait de réintégrer dans la liste. Pourquoi est-ce l'athlète qui doit en subir les conséquences? Donc on imagine qu'il y a un sous-entendu ici. Ça fait des années que je m'entraîne, je consacre ma vie à ce sport. Chaque jour, je mets tout en œuvre pour me surpasser et atteindre les objectifs que je me suis fixés. Le ciel me tombe sur la tête. Cette photo, donc qu'il a mis au-dessus, sera peut-être ma dernière. Je suis écœuré, j'ai plus envie de courir et partir loin d'ici. Donc même dans le cas où l'athlète est appelé après, où l'erreur est corrigée, on voit qu'on a potentiellement détruit un athlète. Et je peux le comprendre. C'est le travail d'une vie. Réaliser trois fois les minima pour les championnats d'Europe, c'est la réussite d'une vie. C'est un élément extraordinaire. Et pas seulement pour lui, c'est un élément extraordinaire pour la France, pour l'athlétisme. Et ça lui tombe dessus comme le ciel sur la tête. Même s'il est appelé après, on ne peut pas être dans les conditions idéales, on ne peut pas tout oublier. Et je vais vous partager les posts de Julien Rank qui gère RunX. Regardez, voilà ce qu'il a mis sur son compte personnel sur Instagram. Attention, amis athlètes, si vous voulez continuer à être dans les petits papiers de la fédération pour espérer avoir un jour une sélection, c'est vous qui l'avez mérité grâce à la sueur de votre front, mais ils réussissent à vous faire croire que c'est grâce à eux que vous l'obtenez. Surtout, n'écrivez rien sur les réseaux sociaux, ne faites pas de bruit, taisez-vous, ne soutenez surtout pas publiquement les athlètes injustement défavorisés et faites comme s'il ne se passait rien. Dans la story suivante, je vous mets le message que j'ai reçu trois fois en l'espace de 2 ans et qu'on m'a répété à plusieurs reprises lors des championnats Oran et Budapest. Voilà le message qu'il a reçu. Merci d'avoir aucune réaction sur les réseaux. Commentaire de El Ronco. Je vous cite son pseudo, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même son compte. Interdiction de parler, sinon tu pourrais potentiellement perdre la sélection que tu as méritée sur la piste. Donc voilà. Bon. Romain Barras a l'air de dire euh, les athlètes se sont soutenus. Il dit quelque chose comme ça et c'est compréhensible. Euh, Bon, il dit voilà, il y a certains athlètes qui se moquent de la fédération. La commission des athlètes a indiqué que la fédération française était amateur. Romain Barras trouve le mot un peu fort parce que ça reste visiblement une erreur unique en 10 ou 15 ans. Euh, il ne sent pas de défiance des athlètes, mais il dit que c'est normal que c'est choqué des athlètes et qu'il y a une solidarité entre athlètes. Bon, voilà, ça va être le mot de la fin. Mais comme vous pouvez le voir, le mot de la fin, c'est que visiblement, pour Romain Barras, on semble avoir une bonne rampe de lancement pour les JO. On semble être sur des erreurs qui sont exceptionnelles. Et voilà. Donc, vous me partagerez votre avis. Moi, je donne pas spécialement mon avis. J'ai essayé de sélectionner des articles dans la presse, diverses presses. J'ai pris Le Parisien, Le Monde, L'Équipe, et ainsi de suite. Donc, de la presse spécialiste, non spécialiste, de la presse qu'on met un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, qu'importe. Mais voilà. J'essaie de vous partager le contexte de l'athlétisme sur ces 4 à 5 dernières années, sans montage. Vous l'avez vu, c'est une vidéo brute de décoffrage avec ses erreurs, avec ses petits noms écorchés, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!